Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier tous les quatre d'être présents. Un petit exercice, un petit temps d'échange tous les quatre, chacun dans vos domaines, où on va parler effectivement recrutement, on va parler gestion des carrières des femmes dans le digital au sein d'entreprises, de grands groupes. On va parler aussi des plus jeunes femmes, donc d'éducation. Et on va parler des entrepreneuses étudiantes également. Donc voilà, on va évoquer tous ces sujets-là. Donc ils nous ont rejoints sur scène. Je vais tout d'abord présenter Emmanuelle Roux, j'ai terminé avec elle tout à l'heure, mais donc qui est marraine du prix, je l'ai dit, qui est enseignante et directrice associée au SC21, qui est un Fab Lab, le ZBIS, qui est maintenant à Montaigu en Vendée, et donc et qui est membre depuis quelques mois du Conseil national du numérique, et donc spécialiste de l'évolution d'Internet. Donc voilà, on a un beau panel avec ces quatre personnes invitées. Merci beaucoup. Ensuite, Laure Bouguin, qui est représentante de la génération Y, évidemment, et fondatrice de Haut-Caran, qui est donc une société de soins cosmétiques pour hommes, disponible en ligne, messieurs et mesdames, et en magasin, et présidente du Mashup Nantes, à l'initiative de cette opération, association qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des étudiants. Pascal Decatoire, donc, vous êtes donc partenaire du prix, directeur des ressources humaines, communication et logistique au sein du groupe Crédit Agricole Atlantique Vendée. Vous avez fait l'honneur de nous recevoir récemment aussi pour préparer cette manifestation. Merci encore. Et donc, nous allons évoquer ces différents axes avec vous. Et enfin, je termine par Angélique Lalouette, qui est directrice du Centre de compétences Customer Software Development, j'espère que je l'ai bien dit, secteur des transports mutuels et publics au sein de Capgemini. Alors, je vais vous redonner la parole tous. Je vais laisser justement Emmanuelle terminer, puisque c'est elle qui va commencer. Donc, je voudrais simplement vous présenter un petit peu plus le sujet qu'on va évoquer ensemble avec chacun, qu'on a travaillé aussi un petit peu. Donc, je vais commencer par Angélique, si tu veux bien. Donc, te présenter un peu plus et l'axe, effectivement, de Capgemini et pourquoi ce prix aussi prometteuse. Donc, effectivement, c'est un sujet important que la place des femmes dans le digital. Donc, moi, personnellement, je manage une équipe de 1200 personnes pour produire des projets informatiques, principalement sur l'ouest de la France, avec un gros centre ici à Nantes. Et donc, cette démarche m'intéresse personnellement en tant que femme dans le monde du numérique qui essaye de faire évoluer et bouger les lignes. Et puis, plus particulièrement pour le groupe Capgemini, où c'est vraiment un point d'honneur que de faire bouger également la place des femmes en tant que... Voilà, on essaye d'influencer le marché à ce niveau-là. Très bien. Monsieur Pascal Decatoire, si vous voulez bien, vous avez donc choisi aussi de témoigner. Pourquoi ? Par rapport effectivement à la transformation digitale qui impacte fortement le secteur bancaire et qui vous tient à cœur effectivement au sein du groupe. Effectivement, bonsoir à tous et à toutes. Je représente une banque ce soir en tant que directeur des ressources humaines et j'interviens sur le rôle du recrutement qui est prépondérant sur une banque régionale puisque nous embauchons à peu près 150 collaborateurs par an avec une intégration majoritaire de femmes. Nous avons une action assez forte pour tout ce qui touche à la prise de responsabilité des femmes dans les entreprises, qui touche au poste d'encadrement supérieur et d'encadrement de direction. Et puis nous travaillons essentiellement aussi sur le digital, la culturation du digital. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, en particulier sur les actions ponctuelles que nous mettons en place justement pour faire monter cette acculturation. Oui, vous êtes vraiment un acteur dynamique et on reparlera effectivement de toutes les actions que vous menez au sein du groupe. Laure, tu peux nous parler du Mashup ? Oui, donc le Mashup, c'est une association qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des étudiants. On a lancé ça en 2014 avec 2 formats d'événements. Un premier, 200-250 personnes, donc très structuré, avec une conférence qui a pour le but vraiment d'inspirer sur le thème de l'entrepreneuriat, un concours de pitch pour les jeunes entrepreneurs et un cocktail vraiment pour qu'ils réseautent et qu'ils apprennent à connaître un peu l'écosystème. Le prochain, c'est mercredi, dans le cadre de la Nantes Digital Week, grâce en partie
à Francky, et le thème c'est le numérique, destruction ou création, parce que cette génération Y dont on parle, aujourd'hui elle a besoin de sens, et le numérique parfois ne l'apporte pas forcément. Donc là on aura Alexandre Chartier d'Ornicar qui nous expliquera comment aujourd'hui il veut un numérique ouvert, un numérique solidaire. On aura Emmanuel Gervy, un Belge qui a écrit un fabuleux article sur Medium sur pourquoi les startups manquent d'inspiration et comment on peut être inspiré et donner de la vision à ces jeunes qui veulent entreprendre. Et on aura Anne-France Kogan, que les mines doivent bien connaître puisqu'elle était chercheuse ici, sur les changements liés au travail, et notamment on voit le statut à Cuber avec Take It Easy. Qu'est-ce que le numérique peut impliquer sur ces nouveaux emplois. Et à côté de ça, en tant qu'étudiante entrepreneuse, alors j'ai été jeune diplômée il n'y a pas longtemps, mais du coup j'ai gardé ce statut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut pousser l'entrepreneuriat auprès des jeunes, parce qu'on parle énormément des jeunes entrepreneurs, mais quand on regarde les stats, dans les faits, un entrepreneur, il a plutôt 30 ans, c'est plutôt un homme, il est plutôt blanc, il est plutôt éduqué, il a beaucoup de réseaux. Pourquoi les jeunes n'entreprennent pas? Il y a une question de précarité qui est très forte. Aujourd'hui, entreprendre, c'est un risque, même avec le numérique. Donc comment est-ce qu'on peut leur donner des clés et des moyens pour qu'ils réussissent à entreprendre jeunes? Merci. Alors Emmanuel, on avait au lancement, si tu te souviens, à Angers, tu étais déjà présente et merci. On a fait un premier constat, et notamment avec la Grande École du Numérique, la mise en avant du fait que le code sexué, jusqu'à 10 ans, et qu'après on perdait 10% de filles chaque année. C'est un constat terrible, donc tu peux nous en parler et introduire davantage la table ronde avec ce chiffre. Oui, alors, effectivement, passionné depuis très très longtemps par ce rapport entre le numérique et l'évolution des compétences, on va dire. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de commencer à coder à 10 ans, justement, à ce fameux âge, sur le plus grand plan informatique pour tous, comme quoi il a servi un truc, en fait, il paraît. On est nombreux dans la salle, je pense, à en avoir bénéficié. Et dans ce sujet-là, ce qui est important, c'est que depuis 30 ans maintenant, on voit, je vois à quel point toutes les compétences sont impactées et à quel point rien n'est structuré à côté pour pouvoir accompagner ces évolutions permanentes. Et voilà, donc il y a un vrai questionnement de comment apprendre à apprendre dans ce monde numérique. Et je me suis passionnée pour la Grande École du Numérique. Et la Grande École du Numérique, effectivement, ce constat. 10%, là, il y avait tous les acteurs autour de la table, on était tous là. Ceux qui font, comme moi, de l'éducation informelle dans des Fab Labs, jusqu'à des grandes écoles, en passant pour 42 qui innovent, mais aussi des acteurs traditionnels. On était tous là et tout le monde a partagé ce chiffre. 10%. À 10 ans, le code est asexué. À partir de 10 ans, on perd 10% de femmes par an. Voilà. Donc imaginez, à 20 ans, il ne reste pas grand monde. On va le dire comme ça. Et pourquoi ça m'interpelle? Ça m'interpelle parce que on s'est battu. Quoi. Il faut quand même se souvenir, j'ai vu, c'est l'anniversaire, je ne sais plus, je ne suis pas bonne dans les dates, mais il n'y a pas si longtemps que ça, on devait encore demander l'autorisation de nos maris pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Et on s'est battu pour cette égalité homme-femme. On me dit, dans le numérique, l'égalité homme-femme, elle est là, en fait. À 50%, les chiffres le montrent, les femmes utilisent autant que le numérique. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qui écrit le monde en ce moment? Et c'est quelles sont les compétences dont on a besoin pour contribuer, pour penser, pour modéliser littéralement et pour écrire le monde. Et ceux qui écrivent le monde actuellement, c'est ceux qui, globalement, maîtrisent la technologie. Et c'est ceux qui sont capables d'écrire avec. On est à l'heure de Gutenberg. Et à l'heure de Gutenberg, quand Gutenberg a fait l'imprimerie, il a fallu que derrière, un ferry, un jour en France, dise « il va falloir que tout le monde sache lire et écrire ». Et on est à ce moment-là de l'histoire. Et la bonne nouvelle pour les femmes, c'est que plus ça avance, parce qu'on est quelques mois plus tard, et donc plus ça avance, en ce moment, moi je commence à être dépassée par le deep learning, par la blockchain, pas tout à fait, on s'y connaît à peu près, par tout plein de sujets autour de l'Internet des objets, tout plein de sujets autour de l'intelligence artificielle, par le pouvoir de Watson ou pas en ce moment, par la question de la voiture autonome. Et donc les hommes deviennent autant illettrés technologiquement que les femmes, et on est en train de remettre le compteur à zéro, et je pense que c'est tous les métiers qui sont transformés, et qu'aujourd'hui le combat, il n'est pas de dire, il y a une filière, je suis désolée de dire ça aujourd'hui, numérique, avec des métiers numériques, et il y aurait les autres, mais tous les métiers, et les banques le savent quelque chose, c'était des financiers qui donnaient des services, ça devient des plateformes technologiques qui font de la finance. Je vous laisserai là-dessus, mais c'est vrai que voilà. Donc cette transformation des métiers dans toutes les compétences, et là, la femme doit absolument monter à bord sur ces enjeux-là. C'est essentiel, c'est une question vraiment
de qui a le pouvoir demain et qui peut mener le monde demain. Merci Manuel. Alors effectivement, pour cette introduction de la keynote, et je voudrais passer la parole à Pascal Desgatoire par rapport effectivement à toutes les actions que vous mettez en place. On a noté les digitactives, le reverse mentoring, donc je vais vous laisser en parler, mais c'est passionnant dans le secteur bancaire de voir effectivement un grand groupe qui traverse la transformation digitale comme vous le faites. Peut-être quelques chiffres pour illustrer ce que nous représentons sur le territoire. Nous sommes installés sur la Loire-Atlantique et sur la Vendée. L'entreprise compte 2500 collaborateurs et parmi ces 2500 collaborateurs, on a 28% de génération Y, de génération qui est née avec le digital. Ça veut dire qu'à contrario, 70% ne l'est pas. Ça veut dire que nous avons une réalité qui nécessite à ce que l'ensemble de nos collaborateurs montent en puissance sur le digital. C'est une réalité et au regard des comportements clients, c'est vital. Il y a presque urgence à faire en sorte que nos collaborateurs soient plus acculturés au digital que les clients pour pouvoir accompagner les clients dans la démarche bancaire, puisque la consommation de la banque évolue très fortement. Aujourd'hui, on consomme sa banque plus sur le digital qu'on ne le consomme en relation, je dirais, physique. Et donc, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs assez innovants. Nous avons identifié des digitacteurs chez les plus jeunes, bien souvent, pour pouvoir se rapprocher de collaborateurs plus anciens dans l'entreprise. Je vais vous donner un chiffre. Aujourd'hui, dans l'entreprise Crédit Agricole, 9 salariés sur 10 veulent faire carrière. Ça veut dire que sur les 2500 collaborateurs, plusieurs générations se côtoient. Et donc, il est important pour nous que les jeunes puissent apprendre aux plus anciens, et c'est toute l'opération reverse mentoring qu'on a mis en place, identifier des digitacteurs qui peuvent, à un moment donné, accompagner des plus anciens à comprendre ce qu'est le numérique, ce qu'il apporte, quels sont ses atouts et comment demain on peut travailler autrement, plus efficacement, tout en conservant de la qualité dans la relation client. Ça m'apparaît essentiel. Nous avons mis en place ces fameuses reverse mentoring et pour pousser véritablement ces actions, nous avons commencé par le comité de direction. C'est-à-dire que les digitacteurs ont commencé par former le comité de direction de l'entreprise. Et puis nous allons poursuivre l'action avec les cadres supérieurs, avec l'ensemble des cadres de l'entreprise. Nous avons mis en place des MOOC aussi pour pouvoir acculturer l'ensemble des collaborateurs. Nous sommes extrêmement actifs parce que nous considérons que la montée en puissance des collaborateurs, mais aussi la consommation un peu différente de nos clients, viendra de cette acculturation au digital. Je vais vous citer 2 chiffres. Aujourd'hui, l'entreprise compte sur le territoire un peu moins de 900 000 clients. Sur ces 900 000 clients, un peu plus de 70 000 utilisent l'application Ma Banque sur smartphone. C'est vous dire si nous avons un progrès énorme à faire en termes d'acculturation et de montée en puissance de l'utilisation. Oui, effectivement, on voit que les actions sont nombreuses, vraiment, et vont se poursuivre. Donc, vraiment, bravo pour toutes ces actions. On va faire le lien aussi en termes de recrutement avec Angélique à Capgemini, parce qu'effectivement, c'est une problématique. Vous êtes au sein du Syntec, dans un métier, un secteur qui recrute beaucoup de profils techniques. Et donc, voilà, cette problématique de recrutement, d'acculturation un petit peu aussi, de gestion des carrières. J'aimerais bien, effectivement, qu'on en a parlé à la préparation, qu'on réévoque tous ces points. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, nous, on se retrouve face à un marché qui est asséché de compétences informatiques, marché français voilà, où on doit se creuser les méninges pour que les ingénieurs, mais pas que, l'université, des formations scientifiques, voire des formations marketing, des formations métiers viennent vers le digital, puisque ce sont des métiers très très riches. On code, mais pas que. On essaye d'apprendre le métier de nos clients aussi en tant que SN. Et donc, on innove en essayant d'amener cette nouvelle génération à venir dans ce monde du service. Et c'est un monde qui est merveilleux parce qu'on ne fait pas un métier, on en fait énormément. On passe du secteur bancaire à l'aéronautique. On a des jeunes qui sortent de l'école, qui travaillent sur la robotique des futurs robots qui vont aller sur Mars, distribués entre Nantes et Toulouse. On a des jeunes qui vont participer à des systèmes de commandement, à des systèmes d'hypervision des futures villes de demain, donc des sujets passionnants. Et c'est ça aussi qu'on veut transmettre aux femmes, parce qu'on s'aperçoit que les femmes s'arrêtent à l'informatique, c'est du codage. Maintenant, l'informatique, c'est le monde de l'infini, c'est des métiers qui n'ont rien à voir avec les autres et on ne s'ennuie jamais. C'est le monde des possibles qui s'ouvre à une énergie qui demande qu'à se déployer.
Et c'est ça qu'on essaye de transmettre. Donc on essaye de recruter des profils différents. On a ouvert là une promotion avec le CNAM Bretagne qui va être inaugurée dans les mois qui viennent. Et on ouvre la porte à 22 personnes qui ont... Le seul critère, c'était d'avoir 18 ans et d'avoir une appétence pour la logique. Donc, vous voyez, c'est très, très ouvert. Et donc, on a même un gendarme dans la population. Donc, voilà, envie de changer de métier et envie de s'ouvrir à d'autres... donc, ça, c'est une des initiatives. Et si on se focus un peu plus sur les femmes, donc, j'avais écouté Madame Roux à Angers. Et depuis lors, donc, on a mis en place une initiative qui aura lieu tous les mois à la cantine numérique de Nantes, où on va ouvrir des ateliers pour les 8-12 ans, je crois, 12 ans, 14 ans peut-être. Et 50% des places seront réservées pour les petites filles. Et si les sièges sont vides, ils seront vides. Jusqu'à ce qu'ils soient pleins, on l'espère très très vite. Donc ils seront accompagnés par des collaborateurs qui vont les ouvrir des perspectives dans ce champ. Et on espère que ça encouragera les jeunes filles à venir dans le numérique. C'est aussi des partenariats avec des entreprises de marrainage, donc avec des cadres de Capgemini qui accompagnent, pour le coup c'est une grande université parisienne, mais pourquoi pas le reproduire à Nantes, où des cadres accompagnent des jeunes femmes, pas forcément dans le numérique pour le coup, mais à comprendre le code masculin, qui est encore le code de nos sociétés, pour gravir plus vite les échelons, accélérer leur carrière et prendre plus de place dans notre société. Et puis bien sûr, si je reviens dans mon monde capgéminien, c'est aussi une valeur très forte de la direction, de s'assurer qu'il y a une égalité des salaires, certes, mais aussi des promotions, et à tous les niveaux de l'entreprise, et au niveau opérationnel, pas que pour les fonctions support. Merci Angélique. Alors c'est vraiment intéressant, effectivement, ces deux échanges avec Monsieur Descatoires et avec Madame Lalouette, parce que alors moi je suis intrapreneuse, ça me concerne d'autant plus que voilà, j'ai toujours créé mes projets au sein des entreprises, pour créer le monde de demain, comme le dit Emmanuel. Et donc c'est ce sujet d'être aussi d'intraprendre, c'est important au sein de grands groupes et de pouvoir monter des projets avec un nouveau mode de collaboration. Voilà, donc c'est vraiment important. Donc il faut le montrer. On voit qu'il y a un gendarme qui s'est présenté. Voilà, donc le digital, c'est ça aussi, c'est ouvert à tous. Alors c'est important d'intraprendre et c'est aussi important d'entreprendre. Donc je vais repasser la parole à Laure Bouguin pour ton expérience effectivement d'entrepreneuse et étudiante, parce qu'effectivement on entend parler beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux de start-upers jeunes, et on en verra aussi. Mais voilà, on aimerait bien que tu partages ton expérience. C'est vraiment intéressant ce qu'on avait vu ensemble à la préparation. Alors, comme tu l'as précisé au départ, donc Ocaran, c'est une marque de soins pour hommes née de la terre et de l'océan breton, donc c'est des soins bio. Techniquement, on n'est pas dans le digital. Après, on bénéficie surtout de réseaux online pour la vente et des réseaux sociaux pour la communication. Du coup, comme c'est pas dans le numérique, j'ai des problématiques qui sont un petit peu autres que les entrepreneurs du numérique. Moi, j'ai des problématiques de stock, de R&D, donc de R&D, mais avec de la formulation laboratoire, de prod. Et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Et donc, en fait, j'ai fait la filière entrepreneuriat de l'école Audencia et j'ai intégré leur incubateur pendant mon stage de fin d'études. Donc, j'ai fait un stage dans ma propre entreprise avec ce nouveau statut étudiant-entrepreneur. C'est un statut qui est super, mais qui est vraiment au niveau zéro là, de la création. Donc, ils ont plein d'envie, créer des logements pour les étudiants entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai voulu louer un appartement, on m'a dit bah non, vous êtes un entrepreneur, vous n'avez pas de revenus, donc il faut à ce moment-là se faire passer en étudiant, parce que vous avez le droit de louer un appartement. Si vous voulez avoir une protection sociale et que vous êtes entrepreneur, c'est un petit peu compliqué, donc vous passez en étudiant. Donc il est intéressant pour ça, mais il y a encore beaucoup de choses à pousser. Vous n'avez pas le droit d'avoir des logements sociaux, parce qu'on vous dit que pour avoir un logement social, il faut avoir un revenu, que vous n'en avez pas. Donc quand vous en aurez un, vous pourrez peut-être demander. Donc vous payez votre logement avec un emprunt étudiant, ce qui commence à être un petit peu malsain. Donc il y a des vraies problématiques sur le statut étudiant-entrepreneur et sur la place des entrepreneurs très jeunes. C'est que nous, on n'a pas le chômage. Et c'est quand même la meilleure aide pour lancer sa boîte. C'est vous faites 2 ans et là, vous pouvez vous lancer avec un petit pécule. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis surendettée. Donc j'ai découvert la boucle de l'endettement, j'ai la chance d'avoir un banquier qui est incroyable. Donc j'ai pris un prêt étudiant que j'ai mis au capital de l'entreprise. Avec ce capital, j'ai eu des prêts d'honneur avec Initiative Nantes et Initiative Remarquable France.
avec ce total de capital, j'ai pu avoir un premier prêt bancaire qui m'a permis donc de faire les premières R&D, les premières prods, de prouver qu'il y avait une preuve de marché et d'avoir un nouvel emprunt bancaire récemment qui doit nous mener jusqu'à une levée de fonds. Donc, qui entreprend aujourd'hui, il faut soit être riche, soit être complètement inconscient, soit être autodidacte et ne pas avoir d'école à rembourser. Parce que quand en plus vous avez un prêt étudiant pour rembourser votre école, ça commence à être un peu compliqué. Donc, c'est pour vous dire que... en fait, je ne suis pas là pour faire pleurer les chaumières. Enfin, je vis très bien, un peu en dessous du seuil de pauvreté, mais je vis très bien. Et je suis très heureuse de ce que je fais, mais ça pose la question de, on dit tous les jeunes veulent entreprendre. Non, tous les jeunes disent qu'ils veulent entreprendre, mais ils ne le font pas pendant les études, ils ne le font pas à la sortie des études, ils le font plutôt à 30 ans quand ils ont vu un grand groupe, qu'ils en ont marre et qu'ils veulent avoir une nouvelle vision de la vie ou sentir que ce qu'ils font sert directement à quelque chose. Donc c'est comment on peut aider les jeunes sans qu'ils soient inconscients, sans mourir dans l'endettement, pour qu'ils puissent monter leur projet. Parce que dans le numérique, on dit c'est facile, il suffit d'avoir un ordinateur et c'est parti, c'est pas vrai. Quand vous êtes un intermédiaire de service, vous avez un gros problème, c'est être connu, donc il faut faire du volume, vous êtes sur des petites marges, vous avez besoin d'avoir un large réseau, vous lancez une marketplace, il faut faire énormément de communication. Donc les problèmes que j'ai moi, c'est des problèmes qu'ont aussi les gens du numérique. Et les femmes également. Et on faisait des stats sur les emprunts. Les femmes ont beaucoup moins d'emprunts que les hommes. Donc c'est comment est-ce qu'on peut réussir à faire bouger un peu tout le monde là-dessus ? Comme le fonds DES, que je rappellerai aussi pour aider les femmes à entreprendre et à obtenir des financements et des prêts bancaires. Ça, c'est important. Et les banques sont sensibilisées, on le voit aussi aujourd'hui avec notre partenaire Crédit Agricole Atlantique Vendée à ce sujet. Donc ça, c'est important. Je vais juste vous rappeler quand même que vous pouvez poser des questions. On va continuer encore un petit peu la table ronde, mais on va bientôt terminer. Vous pouvez poser des questions sur Bicast, ce qui nous permettra effectivement, donc vous la posez directement dans l'animation. Dans le mur, pardon, sur le mur de Bicast quand vous êtes connecté et voilà, ça nous permettra de poser des questions nous à nos intervenants. Donc oui, voilà, j'allais te passer la parole évidemment, Emmanuel. Oui. Je voulais rebondir sur l'initiative que vous lancez sur des 8-12 et c'est globalement très bien. De toute façon, évidemment, tout ce qu'on peut faire pour sensibiliser, c'est très bien. Pour autant, vu qu'on perd 10% à chaque fois, demandons-nous comment on fait un 8-18 ou un 8-16. Ce sera plutôt ça mon appel. Je sais que nous, à ZBIS, donc ZBIS, c'est un Fab Lab à Saint-Georges-de-Montaigu, plus très loin de Nantes maintenant, pour le coup. On vient de passer sur 800 m² au mois de juin. On a monté un Lab Kids de 80 m² où on fait des activités pour les 9-16 ans. Et en sachant que quand ils ont 14-15 ans, ils basculent déjà dans l'espace adulte, de toute façon, globalement. Pour autant, et je pense que c'est important de donner l'occasion de toucher du doigt ces technologies. J'ai beaucoup aimé l'initiative, je ne devrais pas le dire, mais de Google, typiquement, qui a fait Made with Code, qui est de dire la robe à tel endroit, le bijou à tel endroit, le spectacle à tel endroit, derrière, il y a de la tech. Et ce n'est pas que du code, oui, mais mine de rien, même quand on essaye de... En fait, je ne suis pas là pour dire, au moment où le monde est devenu international, je vais le prendre comme ça, au moment où le monde est devenu international, il a fallu qu'on commence tous à plus ou moins parler anglais. Moi, je parle un affreux globish. C'est un de mes gros points faibles. Désolé, je parle un affreux globish. Et j'ai dû m'y mettre parce que c'est devenu obligatoire. Vous imaginez qu'aujourd'hui, je suis souvent interpellée et que donc, voilà, je n'ai pas le choix. Donc, j'y vais, j'essaie de progresser. Mais pour autant, on n'a pas essayé de faire de tout le monde des traducteurs en anglais. Mais on ne peut pas penser le monde si on ne comprend pas la logique qu'il y a derrière un moteur de recherche aujourd'hui, si on ne comprend pas les enjeux qu'il y a derrière la notion du big data, si on n'arrive pas à se projeter dans comment est-ce qu'on peut encore être directeur marketing et continuer à penser qu'on arrive à penser son marché alors qu'on ne comprend rien au nomadisme, aux applications mobiles et à ce que veut dire une tablette et comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se code. Et cette expression d'une vision du monde. Et donc, pour moi, le numérique n'est pas technologique, il est d'abord politique, au sens où il refabrique le monde, il recrée la société. Et c'est pour ça que je pense essentiel, y compris pour nos adolescents, pour nos jeunes, pour nos adolescents et pour les plus grands, les 78% qui ne sont pas des digital natives. Parce que moi, quand on me dit « le monde va bien », et je peux vous dire qu'il y a une fédération d'un monde artisanal que je ne citerai pas ici par respect, qui au Conseil national du numérique nous a dit nous, la digitalisation, on a tout compris, c'est les apprentis qui vont de toute façon le faire dans tout le secteur.
Non, quoi, je suis désolée. Penser que l'apprenti va faire la stratégie de la boîte et le repositionnement de l'entreprise et de son marché, de ses métiers, c'est faux. Donc voilà, donc ce côté, il faut qu'on devienne tous makers. C'est-à-dire, mettons les mains dedans, expérimentons, tentons, allons au contact. Et ce côté, ne croyons surtout pas que parce qu'ils ont moins de 20 ans, ils savent mieux faire que nous. Globalement, ils ont appris, comme nous, qu'à l'école, on n'a pas le droit de copier et que de toute façon, on fait sa copie individuellement et qu'on est obligé d'obéir à l'autorité qu'est le prof et que donc ce rapport du numérique par rapport à la liberté, à l'action, à la dynamique, au collaboratif et au monde ouvert et à la transparence, eh ben, ils ne l'ont pas plus que nous. Et donc c'est ça l'enjeu derrière. Pour moi, dans les organisations telles que la vôtre, toute la question de l'organisation. Pardon de ce... Voilà. C'est important de le rappeler, effectivement, les enjeux et donc dans des grands groupes, comme tu le dis, d'acculturer toutes les générations, que ce soit transverse. C'est ce que vous avez évoqué, Monsieur Descatoires, pour effectivement en revenir un petit peu sur ce sujet-là, de travailler avec des équipes juniors et des équipes seniors, des hommes, des femmes, des personnes qui sont nées en France et d'autres qui viennent de l'étranger, voilà, d'avoir cet aspect multiculturel, voilà, et de surtout pas effectivement mettre des gens dans des cases et de se dire voilà, il faut être développeur, tu as raison pour comprendre, mais on va pas tous être développeurs non plus, donc il faut effectivement avoir ce mélange. Je dis souvent, on n'est pas tous géographes, on est capable de lire une carte sur Mappy ou autre. Voilà, et c'est exactement ça. C'est-à-dire que je sais que le nord, le sud et compagnie existent, je suis capable de m'orienter, on n'est pas tous géographes. Et c'est bien ce qu'il faut distinguer, y compris dans ce projet Grande École du numérique, où moi j'essaye de réintroduire l'idée de dire c'est pas que de créer des développeurs le sujet en fait. C'est effectivement comment on donne à tous les clés de lecture pour décrypter ce monde et pour le créer, continuer à le penser, à le créer. Cela nous replace la ressource humaine au centre des préoccupations, et au premier plan. Et véritablement, on se rend compte qu'une politique ressources humaines dynamique, d'actualité, c'est véritablement une politique ressources humaines qui est tournée sur la diversité des profils. On a parlé d'hommes, on a parlé de femmes, on parle de jeunes, on parle de... Voilà, je pense que les entreprises aujourd'hui ont besoin de se nourrir de profils très différents pour pouvoir grandir et pouvoir se développer. Et on ne peut pas continuer à cloner. Et dans la banque, historiquement, parfois, on a cloné les profils qu'on embauchait. Je pense qu'il faut sortir de ce schéma qui est un peu rigide pour être beaucoup plus ouvert sur des profils qui sont différents, à qui on va confier des tâches, des missions, des responsabilités différentes pour permettre à chacun de s'épanouir et à l'entreprise de grandir sur son territoire. Les certitudes ne sont plus vraies aujourd'hui. Alors je rebondis, je vous laisse garder le micro, Monsieur Descatoires, parce que du coup il y a une question, donc via Bicast, sur les villages innovation Crédit Agricole. Si vous pouvez nous en dire plus, parce que dans le forum on va en parler tout à l'heure dans l'espace partenaire. Donc présenter un petit peu ce côté très innovant des villages Crédit Agricole. Alors vous me permettez effectivement d'en dire quelques mots. Nous allons très prochainement ouvrir ce que nous appelons le village de l'innovation, qui sera installé sur le site de la Caisse régionale Crédit Agricole Atlantique Vendée, sur le site de la gare où nous avons construit un nouveau siège. Quand je dis dans quelques semaines, c'est d'ici la fin de l'année. On pourra voir tout à l'heure sur l'espace partenaire si vous voulez en échanger. Il y a une plaquette, il y a une personne qui sera à votre disposition pour pouvoir en parler. L'objectif, c'est de pouvoir aider des jeunes start-up à pouvoir travailler, à pouvoir nouer des liens, à pouvoir développer des choses qui seront au service et commercialisables dans le temps. Donc on va pouvoir aider des jeunes entreprises à grandir, à se développer et véritablement à pouvoir vivre d'elles-mêmes de leurs travaux. On a l'ambition à terme de pouvoir héberger un village de l'innovation qui nous permettrait d'accueillir entre 100 et 150 personnes. Nous allons commencer à un niveau un petit peu plus réduit pour des raisons de capacité et de lieux à construire. Mais là, véritablement, c'est pour nous, pour la banque, un enjeu majeur, puisque, vous le comprenez, on est dans un milieu qui est quand même assez différent du milieu classique bancaire. On va ouvrir nos espaces de travail pour permettre justement à des startups de se développer et de grandir. Voilà. Alors, si on fait un lien avec Laure, un village innovation s'ouvre, que ce soit effectivement en Pays de Loire ou dans d'autres régions, par exemple du Crédit Agricole. Qu'est-ce que tu aimerais retrouver, toi, dans ce village ? On vient de décrire un petit peu, enfin, Monsieur Descatoires vient de nous décrire un petit peu. Tu aurais des idées, des choses, effectivement, que tu souhaiterais
Des bureaux, c'est bien, mais ce qui compte, c'est du réseau, en fait, surtout. Ouais, c'est ça. Donc, parce que pour se développer, on a besoin d'argent. Ça, vous en avez un peu dans les caisses. On a besoin de réseau et on a besoin d'opérationnel. En gros, c'est les 3 choses, à peu près. Et donc, l'opérationnel, malheureusement, c'est ce qui manque souvent, parce qu'on vous met en connexion avec des mentors, c'est très bien, mais ils ne vont pas forcément mettre les mains dans le cambouis pour vous. Donc, des consultants qui viennent et qui vous accompagnent sur des longues durées, ça aide vraiment et ça permet de faire changer les choses de manière un peu moins superficielle que ponctuellement un accompagnement. Je partage, mais je pense que la vie en collectif permet justement de développer toutes ces initiatives. Vous parlez d'argent dans les caisses, oui, effectivement, les banques ont de l'argent dans les caisses, mais n'oublions pas que ce sont l'argent d'épargnants aussi. Hein. Donc la mise à disposition de fonds doit permettre justement de développer des initiatives de jeunes entreprises, de pousses, hein, qui pourront ensuite se réaliser avec des moyens. Et on envisage de mettre les moyens à disposition. Si je peux juste être un peu poil à gratter, Cassib, c'est pas que l'argent des épargnants, puisqu'il y a aussi toute une partie d'investissement. Bien sûr. Voilà, donc c'est pas que l'argent des épargnants. Tout à fait. Donc on voit l'audace de la génération Y, on le retrouve, mais voilà, on l'accueille avec plaisir. Et donc c'est toujours intéressant de croiser les profils. Angélique, par rapport effectivement à ces sujets d'accueil des générations Y au sein de Capgemini, on voit que les ESN effectivement accueillent beaucoup de jeunes diplômés d'écoles d'ingénieurs et qui parfois partent au bout d'effectivement peut-être 2-3 ans. Donc pour retenir ces générations Y au sein de groupes comme, de ESN. Donc il y a effectivement c'est tout un travail ressources humaines très important qui est fait, de réflexion, où on n'a pas réponse à tout aujourd'hui, je pense. Hein, il faut avoir l'honnêteté de le dire. On essaye d'allier vraiment le bien-être au travail. C'est pas que galvauder, c'est repenser des bureaux un peu fermés, un peu traditionnels, comme on l'a pu le connaître dans notre génération. C'est comment faire que les jeunes se plaisent au travail. C'est un peu comment amener le cadre de la maison au travail, quelque part. Donc c'est une réflexion qu'on a. C'est aussi un travail sur l'écosystème, c'est-à-dire rester dans l'ouverture au maximum. Donc nous aussi, on accueille des startups. On va aussi s'installer chez des startups. Oui. Voilà. Oui, dans des cadres différents aussi, je dirais en terrain neutre, où on va rencontrer et par là nourrir nos collaborateurs qui ont une aspiration de sens dans ce qu'ils font. Le sens, ils le trouvent aussi dans la finalité, c'est-à-dire on parle d'impact sur notre société, d'impact sur la transformation. Participer à la transformation d'un secteur d'activité comme la santé. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui travaillent sur les futures plateformes d'interopérabilité du monde de la santé dans des régions, comme en Aquitaine par exemple, ou sur l'île de la Réunion. C'est pas rien, c'est s'occuper du problème du diabétique avec les infirmières, avec les médecins, avec les pouvoirs publics. Et ça parle à nos jeunes. Ouais. Donc c'est redonner du sens au travers de ce qu'on fait au quotidien. On ne réinvente pas la roue, mais c'est donner du sens et les accompagner dans une trajectoire qui peut-être un jour sera hors de la société. Il y en a qui partent et il y en a qui reviennent. Alors pour conclure, parce que du coup effectivement il faut qu'on passe au pitch, Emmanuel, toi qui vois passer beaucoup de générations si je puis dire au sein de SC21 et du ZBIS, ton Fab Lab sur les jeunes générations et l'avenir qui nous attend dans le numérique. Effectivement, on a la chance à ZBIS de voir arriver aussi bien des gamins que des pas gamins du tout, et c'est même le sens de notre lieu. Depuis maintenant 5-6 ans, j'ai lancé différents Fab Labs, Makerspace et autres un peu partout en France. Et donc, les premiers qui sont arrivés, qui avaient 12-13 ans, ils commencent à avoir 17-18. Et donc, on commence aussi chez nos jeunes à avoir ces jeunes qui se sont formés un peu chez nous. Moi, j'aimerais dire, je suis très, très entourée par cette génération-là, parce que plein de jeunes personnes de 15 à 25, 30 ans veulent travailler avec nous. Il y a un truc qui me surprend, y compris dans votre discours quelque part, mais en même temps je le comprends parfaitement. Je me battrais plus pour dire comment on autorise le fait de se planter. Et donc,
comment il se fait qu'aujourd'hui, moi, pour le dire clairement, j'ai des jeunes de cette génération qui viennent me voir en disant « Emmanuel, je veux surtout pas bosser avec toi parce que c'est quand même des contraintes, donc je veux pas être salarié, donc je veux être indépendant, je veux être auto-entrepreneur. Mais en même temps, je veux absolument que tu me sécurises les années qui viennent et que tu comprends, je ne veux pas avoir porté de risque. Donc, il faut à la fois me sécuriser du long terme. À la fois, je ne vais certainement pas avancer les frais parce que tu comprends quand même, voilà, etc. etc. Et la question que j'aurais tendance à poser typiquement à un banquier, c'est aussi la question de dire comment on autorise le droit à l'erreur, comment on invite à prendre ce risque, comment on ne cherche pas à sécuriser, mais qu'au contraire, on dit à cette jeune génération prenez vos risques, et comment de l'autre côté, on a la responsabilité de dire, eh bien, c'est peut-être pas des prêts avec des cautions personnelles. Personnellement, j'en signe plus. Je l'ai fait plus jeune et je signe plus. C'est peut-être des bailleurs qui peuvent dire, bah, tu es entrepreneur, bah, on va te soutenir et donc on va prendre le risque de faire un bail peut-être précaire dont on peut te sortir plus facilement, mais qui te permet de trouver un logement. Et donc, comment on accompagne la société civile, on va dire, cette jeune dans l'appropriation du risque. Et ça, en France, je pense qu'on n'y est pas et qu'on a une marge de progression exceptionnelle devant nous. Ouais. Voilà, gestion du risque. Merci.